La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre, j'aimerais vous parler d'un jour de colère, celui de la mobilisation du 17 novembre. J'aimerais vous parler de Gérald, un ouvrier spécialisé que j'ai rencontré et qui gagne 1 350 € de salaire et qui a vu son pouvoir d'achat amputé de 155 € par mois S'il vous plaît. à cause de la hausse du prix du carburant. Gérald ira manifester le 17 novembre prochain, comme des milliers de Français. Je suis inquiet car sans cautionner le blocage des routes, nous pensons aux Républicains que cette colère citoyenne est tout à fait légitime. Elle est légitime au plan fiscal. Certes, vous n'y êtes pour rien si le prix du pétrole augmente. Mais en quelques années, la taxe carbone a été multipliée par 6 et la TVA augmente mécaniquement. Il faut donc être réaliste, c'est parfaitement insoutenable pour des ménages qui doivent aller travailler. Elle est légitime au plan politique. Il perce dans vos discours un certain mépris pour ces millions de Français qui ne peuvent pas faire autrement que de se chauffer au fioul ou rouler au diesel. On dirait que vous voulez les punir comme s'ils étaient de mauvais citoyens, comme s'il fallait les rééduquer comportementalement. Vous me parlez d'urgence climatique, moi je vous parle d'urgence sociale. Vous menez une politique inverse à celle de Robin des Bois, car ceux qui bénéficient de votre politique sont plutôt urbains et aisés. Pour faire des travaux de rénovation énergétique, il faut des moyens. Pour bénéficier d'un crédit d'impôt, il faut en payer. Le sujet de la mobilité est vital pour la France périphérique. Sans carburant, pas de travail. Sans travail, pas de pain. Pour trouver un emploi, ils traverseront la rue, mais pas la ville. Quant à l'augmentation de la taxe carbone sur le fioul, elle va conduire les ménages les plus précaires à renoncer à se chauffer. Votre chèque énergie ne suffira pas. Le train de la transition énergétique va trop vite. Il laisse une partie de la France sur le quai. Je vous demande de geler l'augmentation prévue de la taxe carbone, de rendre aux Français le surplus de TVA que vous avez perçu. Si vous ne nous écoutez pas, alors écoutez le peuple avant que la révolte ne se transforme en révolution. Merci, monsieur Aubert. La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Aubert. Nous dansons sur un volcan et vous agissez comme un funambule. En France, 3 enfants sur 4 sont exposés à des surdoses de pollution atmosphérique. En France, l'année dernière, 48 000 de nos concitoyens sont décédés du fait de la pollution atmosphérique. Dans le monde, le rapport de l'OMS rendu public hier rappelait que 600 000 enfants avaient péri par la pollution atmosphérique l'année dernière dans le monde. Où êtes-vous? Quelle est la solution que vous apportez à ces problèmes du monde, aux problèmes de la génération de nos enfants, que la génération de nos parents n'a jamais pris à bras le corps? Que proposez-vous? Un ticket carburant, subventionner la pollution pour aggraver encore la situation sanitaire des enfants de ce pays. Voilà la solution qui est la vôtre. Alors, vous caressez dans le sens du poil une manifestation le 17 novembre où vous retrouverez à l'appel de Mme Le Pen et de M. Dupont-Aignan vos amis politiques. Mais ce n'est pas le choix que nous faisons, un choix responsable sur l'augmentation du chèque énergie, sur les primes à la conversion. Vous parlez du pouvoir d'achat des Français. Nous avons supprimé l'impôt le plus injuste, injuste socialement, injuste géographiquement, injuste par tous ses ports, c'était la taxe d'habitation. Vous étiez absent à ce rendez-vous. Vous avez voté pour le maintien de la taxe d'habitation. Vous avez défendu dans votre programme législatif une augmentation de 2 points de la TVA pour tous les Français. Alors, monsieur Aubert, sur la question du pouvoir d'achat, de la responsabilité envers les générations à venir, nous n'avons vraiment aucune leçon à recevoir de vous. Merci, monsieur le ministre. Mes chers collègues, je vous demande de faire cesser ce brouhaha, d'écouter les questions et d'écouter les réponses. Ça honorera notre Assemblée, y compris à l'égard de ceux qui nous regardent. Vous entendez ce que je vous dis? La parole est à madame Émilie Chalas.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État chargé de la fonction publique auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Le service public français tient une place centrale dans notre société. Il est un bien commun précieux que nous avons en partage et en héritage. Protéger, préparer l'avenir, corriger les inégalités lorsque c'est nécessaire, ou bien encore réparer les injustices. Telle est la mission qui incombe quotidiennement aux 5,5 millions d'agents publics qui font vivre ce service public à travers tous les territoires de notre République française. Dès son élection, le président de la République a fixé l'objectif de moderniser l'action publique et à travers elle la fonction publique, afin de mieux répondre aux aspirations des citoyens et de relever les grands défis du XXIe siècle dans un monde en perpétuelle mutation. Ouverture, mobilité, diversité, efficacité. Toutefois, les réformes de l'État engagées ces 20 dernières années ont parfois conduit les agents publics à perdre le sens de leur mission. Le Premier ministre a décidé lors du CITP du 1er février dernier d'engager la refondation d'un nouveau contrat social avec les agents publics. Cette concertation s'est faite autour de 4 chantiers que sont la simplification du dialogue social, la rémunération au mérite, le recours aux contractuels et la reconversion professionnelle par la formation. Faire évoluer la haute fonction publique et renouveler l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes était aussi à votre agenda. Enfin, je sais votre oreille attentive aux employeurs publics locaux, les élus des territoires. À la veille des élections professionnelles qui auront lieu le 6 décembre prochain, vous venez de clôturer 9 mois de concertation par un dernier point d'étape avec l'ensemble des organisations syndicales. Je salue leur présence, leur engagement et leur sens des responsabilités. Vous le savez toutefois, nous le savons, des inquiétudes demeurent. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire le bilan de ces 9 mois de concertation et nous indiquer les enseignements que vous en tirez? Quelles vont être les orientations du gouvernement et le calendrier sur ce chantier de modernisation de la fonction publique? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Chalas. Vous avez raison de rappeler que le service public est un élément central de notre société et que sans agents publics, sans fonctionnaires, sans agents publics titulaires ou contractuels, il n'y a pas de service public. Et c'est parce que nous sommes soucieux de donner aux fonctionnaires et aux agents publics dans leur ensemble les moyens de répondre aux nouveaux besoins que nous avons effectivement lancé une concertation depuis le 1er février. Gérald Darmanin et moi-même, à la demande du Premier ministre, avons ouvert un cycle de discussion autour de 4 chantiers principaux. Je salue comme vous l'engagement des employeurs locaux, des élus territoriaux, des employeurs hospitaliers, des employeurs de l'État, ainsi que des 9 organisations syndicales représentatives qui ont participé à l'ensemble des plus de 50 réunions de discussion que nous avons organisées et presque 100 heures de travail partagées. Nous avons 4 orientations. D'abord, simplifier le dialogue social pour faire en sorte à la fois d'être plus efficace, mais aussi de protéger l'intégralité des droits des agents, parce que nous sommes convaincus que donner plus de souplesse dans la gestion des carrières et des agents, c'est aussi une manière de servir et de répondre aux attentes des agents publics. Nous avons aussi la volonté de pouvoir individualiser la rémunération des agents publics pour tenir compte de leur engagement, tenir compte de leurs suggestions particulières, faire en sorte par des mécanismes d'intéressement individuels et collectifs que nous puissions reconnaître l'engagement des hommes et des femmes qui servent l'action publique dans notre pays. Nous voulons aussi donner plus de liberté, tant aux employeurs qu'aux agents en matière de recrutement. Cela signifie élargir les conditions de recrutement au contrat. Ça n'est pas remettre en cause le principe général de l'occupation des emplois permanents par des agents titulaires, mais c'est faire en sorte que les dérogations prévues à ce principe soient suffisamment larges pour nous donner plus de souplesse dans la gestion des carrières, dans la gestion des organisations. Et puis enfin, nous voulons favoriser les mobilités professionnelles, donner des possibilités de formation, accompagner les reclassements et la transition, faire en sorte aussi de répondre à la précarité de certains agents publics, je pense notamment aux contractuels, en améliorant leurs conditions d'emploi. C'est à tout cela que nous allons travailler avec l'ensemble de celles et ceux qui, autour de vous notamment, sont rassemblés pour le faire. Et j'aurai l'honneur de présenter devant vous un projet de loi en ce sens au premier semestre. La parole est à Monsieur Alain David. Monsieur le ministre des Finances, semaine après semaine, vous balayez d'un revers de manche nos critiques concernant la baisse du pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, les Françaises et les Français subissent de plein fouet les mesures inconséquentes que vous prenez depuis un an. Entre l'augmentation de la CSG, la baisse des APL,
La hausse des tarifs du gaz, de l'essence, du diesel, du fioul domestique, des produits de première nécessité, le tout combiné à la stagnation de la plupart des salaires, rien ne va plus au niveau du porte-monnaie de nos concitoyens. Or, le mécontentement, pourtant visible dans les sondages d'opinion, comme au quotidien dans nos circonscriptions, n'a pour toute réponse qu'indifférence et mépris de votre part. La méthode Coué que vous adoptez afin de resserrer les rangs de votre majorité va rapidement s'avérer dérisoire et vous ramener à la réalité qui semble perturber le président de la République lui-même. Et que dire de l'illusion d'une baisse de la taxe d'habitation? Votre politique et l'application aveugle de votre programme, aussi injuste qu'inefficace, précipitent la France dans des difficultés qui vont devenir abyssales. De plus en plus de ménages connaissent des fins de mois difficiles et en même temps, comme vous aimez le dire, nous apprenons que le nombre de millionnaires augmente grâce à vos cadeaux aux plus riches et à vos mesures fiscales libérales. Des rémunérations moyennes des dirigeants du CAC 40 ont pour la première fois dépassé 5 millions d'euros, soit un bond de 14% en un an. Les mesures fiscales et sociales du budget 2018, comme le budget 2019, sont sans appel. Elles bénéficient aux ultra-riches et pénalisent les plus modestes et les ménages dits intermédiaires. Alors, Monsieur le ministre, il est encore temps de réorienter votre action en examinant certaines des propositions contenues dans le contre-budget de notre groupe a récemment présenté. Monsieur le ministre, allez-vous enfin considérer votre opposition? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain David, laissez-moi d'abord peut-être rétablir quelques faits, quelques vérités. Et après, si vous voulez bien, nous regarderons la réalité politique aussi en détail. D'abord, le cours du pétrole est reparti à la hausse après des mois alors qu'il était historiquement bas. C'est un fait, c'est une réalité. Il y a un an, le baril du pétrole était à 50 €, il est aujourd'hui à 80 $. Il y a donc urgence à devenir et à nous indépendantiser, à devenir et à arrêter cette addiction que nous avons aux énergies fossiles. Et pour ça, ça veut dire aussi être plus indépendant par rapport à l'Arabie saoudite. D'autre part, je voudrais revenir aussi sur une des expressions que vous avez utilisées. Vous avez parlé de mesures inconséquentes. Mais monsieur le député, à quelle majorité appartenez-vous ? Si je me souviens bien, et je sais que c'est vrai puisque nous mettons en œuvre aujourd'hui la loi de transition énergétique pour la croissance verte, nous mettons en œuvre certaines des mesures qui avaient été votées à l'époque et dont personne n'a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il fallait commencer à l'époque à avoir des mesures qui étaient courageuses et à les mettre en œuvre parce qu'il nous faut aussi de la cohérence. Vous parlez de transition environnementale, de transition agricole. Vous nous demandez tous les jours de faire plus. Eh bien, faisons ensemble, ayons la responsabilité collective devant les citoyens de répondre et de défendre certaines de mesures qui sont ambitieuses. D'autant que nous avons fait un choix qui est clair, qui est de taxer la pollution plutôt que de taxer le travail. Vous avez été vous-même assis sur ces bancs-là et vous connaissez le PLF qui est défendu tel que nous travaillons dessus. Vous savez que nous avons supprimé la taxe d'habitation, supprimé les cotisations salariales aussi, et que nous préférons encourager le travail pour qu'il paye mieux plutôt que taxer la pollution. Merci. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Bruno Fuchs. Monsieur le Président, je vous remercie. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et en m'adressant à vous, je le fais en arborant fièrement le bleuet de France qui symbolise la Première Guerre mondiale et également le pins de la région Alsace qui symbolise la future création de la collectivité européenne d'Alsace. Et je voudrais féliciter et saluer Jacqueline Gouraud qui est artisan de cette nouvelle collectivité. Avec le Brexit, l'anglais ne sera plus langue officielle de l'Union européenne. Le 29 mars 2019, l'anglais sera alors virtuellement devenu une langue étrangère. Et pourtant, aujourd'hui, 83% des documents de la Commission européenne sont rédigés en anglais et seuls 4% le sont en français.
Aujourd'hui, les réunions et les conférences de presse se font majoritairement en anglais. Les concours généraux pour le service d'action extérieure sont en anglais. Et que dire des services Internet ou des appels d'offres européens, eux aussi, sont quasiment tous rédigés en anglais. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le français, notre langue, est clairement en danger. Doit-on assister impuissant à cette déchéance? Doit-on le prendre comme un fait inéluctable, à l'instar des gouvernements précédents? Le 25 avril dernier, notre représentant auprès de l'Union européenne a claqué la porte d'une réunion de Bruxelles. Motif: l'absence de traducteurs et l'impossibilité de tenir la réunion dans une autre langue que l'anglais. On le voit, avec une vraie mobilisation, le Brexit peut devenir une chance pour la France et réévaluer les équilibres linguistiques et de favoriser le français. Par ailleurs, dans une Union européenne revenue à 27, seuls 1% des citoyens seront natifs anglophones. Quant à Malte et l'Irlande, leurs langues d'appartenance à l'Union sont respectivement le maltais et le gaélique, et non pas l'anglais. Alors, Monsieur le ministre, devant l'ampleur et l'urgence de la tâche, quelles initiatives de promotion du français visant les institutions et aussi les fonctionnaires européens sont envisagées par le gouvernement? Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Bruno Fuchs, à l'Académie française, le 20 mars dernier, le président de la République a fixé la stratégie pour la promotion du français et du multilinguisme, et nous nous inscrivons dans cette dynamique. C'est d'autant plus vrai maintenant pour les institutions européennes, singulièrement à la suite du Brexit. Et dans cette perspective, je vois pour ma part 3 priorités. La première, la plus évidente, mais qu'il convient de répéter, c'est que nos propres représentants s'expriment en français. Nos propres représentants. Et que les francophones fassent de même. Et nous avons à cet égard diffusé un vade-mecum pour que, par une démarche d'exemplarité, nous puissions soutenir l'usage de notre langue. Deuxièmement, nous travaillons à développer l'offre de formation en français au profit des fonctionnaires européens. Nous avons formé 60 000 par l'Alliance française et nous voulons renforcer singulièrement ces actions au cours des semaines qui viennent. Enfin, troisième priorité, il nous faut favoriser encore plus aujourd'hui qu'hier le recrutement de nos compatriotes au sein des institutions européennes et nous allons mettre en œuvre des forums d'attractivité des carrières européennes pour nos compatriotes. Enfin, monsieur le député, vous étiez à Erevan au sommet de la FONI et vous avez pu constater que 17 membres de l'Organisation de la francophonie européens ont souhaité publier un plaidoyer pour la langue française et qui sera diffusé et qui sera mis en œuvre par l'ensemble des acteurs de la francophonie. Nous organiserons à cet effet, au premier semestre 2019, à Bruxelles, un grand forum de mobilisation pour la francophonie et le multilinguisme. Vous voyez, nous sommes très actifs sur ce sujet. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Claude de Ganay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les cérémonies du 11 novembre cette année auront une résonance toute particulière. Il y a un siècle, notre pays renouait enfin avec la paix au prix de la vie d'1,5 million de nos soldats et de souffrances physiques et psychologiques de tant de nos concitoyens. Ils ont su remporter, comme le rappelait Georges Clemenceau dans cet hémicycle, une victoire qui leur octroie des droits sur nous. Notre devoir aujourd'hui, c'est de leur rendre hommage avec dignité. Aussi, comme l'ont évoqué plusieurs quotidiens nationaux, je m'étonne des projets que l'Élysée aurait pour ces cérémonies. On évoque l'absence du président à la prise d'armes prévue aux Invalides, le refus d'un défilé militaire, ainsi que la requalification de nos poilus qui ne seraient, je cite, que des civils qu'on l'on avait armés. Par cette formulation, l'entourage du président fait preuve d'ignorance, puisque la loi instituant la conscription, promulguée dès la Révolution, est pourtant claire. Tout Français est soldat et se doit à la défense de sa patrie. Cette confusion est d'autant plus inquiétante de la part d'un gouvernement qui envisage de restaurer le service national. Célébrer la victoire ne signifie pas célébrer l'hécatombe. Célébrer la victoire ne signifie pas non plus célébrer le triomphe sur l'Allemagne. La paix en Europe s'apprécie d'autant plus qu'elle est mise en relief par la mémoire des conflits nous ayant opposés. La bien mal nommée itinérance mémorielle du président
n'aurait pas tout son sens si les commémorations du 11 novembre se retrouvaient vidées de leur essence militaire. Évoquer la réalité militaire du lourd tribut payé par nos soldats permet de perpétuer notre devoir de mémoire qui déjà s'efface au contact du temps. Le dernier poilu survivant, Lazare Ponticelli, pourtant émigré italien et crieur de journaux au moment de son engagement, participait à toutes les commémorations en arborant sa croix de guerre. Il faisait l'objet d'une grande attention médiatique, mais avec humilité, il aimait rappeler que ses camarades soldats n'avaient pas eu autant de reconnaissance, et il précisait « même un petit geste aurait suffi ». Et vous, monsieur le Premier ministre, quel sera votre geste? Quel sera le geste de votre gouvernement? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Claude de Ganay. Bon, je ne voudrais pas que nous fassions polémique de tout et je voudrais vous rassurer. Depuis 4 ans, autour de la mission centenaire, la France rend un hommage profond à tous les soldats, du poilu aux maréchaux. La France rend aussi hommage à tous les Français et sur tous les territoires. J'étais d'ailleurs vendredi en Lozère avec le Premier ministre pour honorer cette France de l'arrière. Le Président de la République et une grande partie du gouvernement s'engagent dès lundi dans cette semaine d'itinérance. Et le Président de la République y consacrera toute une semaine, ce qui est totalement inédit. Nous y célébrerons bien entendu le sacrifice ultime de tous les soldats tombés, de Morange à Verdun, en passant par les Éparges ou Notre-Dame de Lorette. Et depuis 18 mois, nous avons célébré toutes les grandes batailles. Le Premier ministre était à Villers-Bretonneux, le Président de la République à la Lys, Florence Parly à Amiens, et j'étais avec eux, et moi-même j'ai fait beaucoup d'autres déplacements. Je serai demain en Serbie pour honorer les Français morts sur ce front d'Orient trop souvent ignoré et qui d'ailleurs a été au départ de la victoire finale. J'y rendrai un hommage appuyé au maréchal Louis Franchet d'Esperey. Nous avons aussi célébré bien sûr Clémenceau. Et je crois que ce 11 novembre est un 11 novembre où nous célébrons l'armistice. C'est également un 11 novembre, jour d'hommage à tous les soldats morts au combat. Et cette année, il sera placé sous le signe de la paix, sur la volonté du Président de la République, qui, je crois, dans le monde actuel et notre 21e siècle, est aussi un message à porter avec vigueur. Mais n'ayez crainte, nous honorerons tous les soldats, nous honorerons les maréchaux. Il y aura une cérémonie pour les maréchaux, comme tous les ans, le 10 novembre, aux Invalides, qui sera présidée par le chef d'état-major. Et donc, vous le voyez, je crois que ces commémorations du 11 novembre auront été complètes et honoreront tous les Français et tous les soldats. La parole est à Madame Anissa Keller. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre Sophie Cluzel. Lors du 2e comité interministériel sur le handicap, organisé ce jeudi 25 octobre, l'ensemble du gouvernement s'est engagé à simplifier et améliorer la vie des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Des mesures ont été prises. En qualité d'infirmière et de cas de santé, j'ai pris en charge des personnes en situation de handicap physique et psychique. Co-présidente du groupe d'études sur le handicap, je m'investis sur un plan humain tout autant que politique. Ces mesures marquent l'importance que le gouvernement accorde à l'ensemble de nos concitoyens. J'insiste sur le terme de citoyens, car ces personnes ne sont pas que des objets de soins, elles sont aussi sujets de droits. Notre devoir est de rendre nos sociétés plus inclusives vis-à-vis de ces personnes. 80% des handicaps interviennent au cours de la vie. Nous sommes tous concernés. Changeons notre regard sur le handicap et notre vision de la société de demain. Que souhaitons-nous pour l'ensemble de nos concitoyens? Les mesures décidées lors de ce comité interministériel nous montrent la voie d'une société inclusive et bienveillante. Une société que nous appelons tous de nos vœux. Madame la ministre, quelle sera la portée de ces mesures et en quoi cela va-t-il changer la vie de ces personnes et de leurs familles? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, merci pour votre question qui souligne l'engagement de l'ensemble des ministres au sein de ce comité interministériel du handicap. Changer le quotidien des personnes handicapées, ce ne sont pas des vains mots. Les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement n'auront plus à en apporter la preuve, comme c'est le cas tous les 4 ans. Pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé, de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou de la carte mobilité inclusion, l'ouverture de ces droits leur seront attribués à vie. Nous simplifions également la vie des parents en attribuant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé jusqu'aux 20 ans de l'enfant. Et tout ceci dès le 1er janvier 2019. Dans la continuité, nous réouvrons le chantier très attendu de la prestation de compensation du handicap. Mais parlons aussi de la citoyenneté des personnes handicapées. Les personnes majeures sous tutelle vont bénéficier d'un droit de vote inaliénable. Elles auront ainsi le droit de se marier, de se pacser, de divorcer, de se soigner, sans recourir à l'autorisation judiciaire, avec l'accompagnement des tuteurs. Faire émerger la parole de ces personnes, c'est un enjeu éthique. D'autre part, je vous rappelle qu'à côté des 2 chantiers phares, école et emploi, nous accélérons ce virage inclusif. Dans les crèches, chez les assistantes maternelles, l'accueil des enfants sera majoré, facilité par une majoration financière. Dans les transports publics, gratuité des accompagnants. Dans les immeubles neufs collectifs, ascenseurs dès le 3e étage, nous garantissons une meilleure complémentaire santé. Voici un aperçu des avancées concrètes, signal du virage inclusif engagé par l'ensemble du gouvernement. Et je rappelle que dès le 1er novembre, l'allocation adulte handicapé augmente de 40 € par mois pour porter l'allocation à 860 €. Ce ne sont pas des vains mots, ce sont des actes. Merci, Madame la Ministre. Merci. La parole est à Monsieur Vincent Ledoux. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires. Elle concerne le traitement insatisfaisant des demandes de catastrophes naturelles, peu claires, peu lisibles et peu transparentes, à tel point qu'en 5 ans, 5 critères différents ont été utilisés sans qu'aucune explication n'ait justifié ces changements, démontrant ainsi l'absence de toute prévisibilité, de précision et d'objectivité de ces critères. Interrogé hier sur le sujet, le Président de la République a reconnu le caractère inadapté de la méthode, tout en passant commande pour la transformer. Je souscris pleinement à cet objectif, mais je compatis à la douleur de plus de 150 foyers de ma circonscription et à celle de 60 sinistrés chez M. Vercamer qui se sont vus opposer une fin de non-recevoir pour la sécheresse de l'été 2017. Une comptabilité qui s'alourdit à l'échelle du Nord, 14 reconnaissances seulement pour 63 demandes. Les communes de Halluin, Neuville-en-Ferrain et Ronc ont des sols sensibles au phénomène de retrait et gonflement des argiles à plus de 95 voire 100% pour 2 d'entre elles. C'est irréfutable. Seulement, le niveau d'humidité des sols superficiels constaté par Météo France ne démontre pas le caractère anormal de la sécheresse. Une sécheresse normale, comme sont donc normales les grosses fissures et lézardes qui fragilisent lourdement plus de 200 logements, dont certains doivent être étayés et peut-être même rasés. Comme est donc normal le stress de la longue attente avant la décision administrative et enfin normal la situation de nombreux foyers qui vont devoir s'endetter pour réparer l'œuvre de toute une vie. Personne ne peut comprendre une décision qui n'explique rien, ne motive rien, mais qui impacte à ce point et aussi funestement la vie de nombreuses familles. Il est grand temps de réformer la méthode catastrophe naturelle. Une commission d'enquête parlementaire nous permettrait d'évaluer et de proposer, je la demande. Merci, Madame la Ministre, de nous renseigner à ce sujet, et plus spécifiquement pour le cas de mes sinistrés. Je veux d'ailleurs ici saluer la qualité de leur combat sous la forme d'un collectif bien organisé et constructif. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur le député. Tout d'abord, vous dire que ce n'est pas en 2 minutes qu'on va pouvoir effectivement aborder ce sujet, tant l'examen technique, et en particulier pour la reconnaissance des catastrophes liées à la sécheresse et donc à l'argile, est extrêmement difficile. C'est un phénomène cinétique lent, qui implique à la fois un examen long, c'est-à-dire qu'on prend l'année suivante de référence, l'été suivant pour vérifier, et puis aussi une double condition.
Il faut avoir en tête que la commission qui se réunit, qu'une commission interministérielle, accompagne au maximum l'ensemble des dossiers quand il le constate. Mais il faut ce double phénomène pour la question du sujet de la sécheresse que vous évoquez dans le Nord. Il faut à la fois la condition d'un sol argileux, et c'est évidemment un sujet qui est assez facile à établir parce que c'est de la géotechnique, mais il faut aussi des conditions météorologiques, et dans le cas du Nord, c'est 3 épisodes orageux qui ont été pris en compte, et il se trouve, et vous avez raison de le dire, que sur les 63 communes, seules 14 ont été reconnues comme ayant cette double condition-là. Je vais vous dire d'abord, monsieur le député, qu'il faut motiver les décisions, et cela permet d'ouvrir le délai d'appel, et aujourd'hui, il y a la possibilité, et je le dis à ceux que vous représentez, la possibilité de porter appel, un recours contre la décision. Mais il faut effectivement voir plus globalement, et c'est ce que le président de la République a évoqué hier, les méthodes utilisées et le temps utilisé. S'il est nécessaire, par exemple, pour vérifier une sécheresse, d'avoir une année de mouvement pour étudier en comparaison l'été et l'été suivant, les 6 mois qui actuellement sont nécessaires pour l'examen technique du dossier me semblent beaucoup trop longs. Et donc je serai amené à faire des propositions au Premier ministre avant la fin de l'année pour que ce délai soit réduit à 3 mois. Mais il faut aussi regarder si d'autres critères peuvent être pris en compte, comme le renforcement des incitations à la prévention, comme l'amélioration de la lisibilité du régime d'indemnisation, comme l'amélioration de la prise en charge du relogement d'urgence, mais aussi l'évolution de la couverture du risque sécheresse qui doit nous interroger globalement sur le sujet sur lequel vous nous avez interpellés, sur lequel il faut effectivement être très attentif aux situations individuelles épouvantables que vous avez évoquées. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Mathieu Orphelin. Monsieur le Premier ministre, les changements climatiques s'accélèrent, la perte de biodiversité s'accélère. À nous tous d'accélérer l'action politique pour être à la hauteur des enjeux. Le projet de loi de finances est chaque année un moment phare de la vie politique. C'est un moment où il faut des actions fortes sur la transition écologique. Le travail parlementaire a été très utile en première partie du projet de loi de finances. Parmi les avancées obtenues, d'abord, les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pour accompagner les Français dans la transition, l'élargissement du crédit d'impôt pour le changement de chaudière fuel, de nouvelles primes à la conversion automobile, mais aussi d'autres engagements essentiels pour répondre à l'enjeu climatique. Extension des aides aux carburants alternatifs pour les camions et les camionnettes, l'engagement de refonte de la fiscalité locale pour lutter contre l'artificialisation des sols, une fiscalité incitative sur les fluides HFC ou encore un manus sur les pick-up de luxe. La deuxième partie commence. Nous allons à nouveau travailler ensemble avec des objectifs partagés pour soutenir les acteurs dans la transition. Les sujets seront nombreux. Imaginons des solutions nouvelles pour accompagner les Français, notamment ceux des zones rurales, face à l'envol du prix du pétrole. Le renforcement des aides à la rénovation énergétique, notamment ceux des ménages modestes, l'éradication enfin des passoires énergétiques, de nouvelles aides pour changer de véhicule ou pour adopter des nouvelles mobilités, la concrétisation de la trajectoire de doublement du fonds chaleur, un plan de déploiement de l'hydrogène, la mise en place d'une TVA à taux réduit pour les collectivités sur la prévention et le tri des déchets, des progrès sur le gaspillage alimentaire ou l'alimentation durable. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous confirmer que la seconde partie du projet de loi de finances sera, comme l'a été la première, un moment clé pour définir ensemble des solutions fortes pour accompagner les citoyens et les acteurs dans la transition écologique, pour acter et voter des politiques publiques ambitieuses sur ce sujet qui dépasse largement la seule question de l'évolution de la fiscalité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Orphelin, vous l'avez dit vous-même, effectivement, il y a plus qu'urgence. Et il y a une urgence qui est d'autant plus importante qu'elle est d'autant plus difficile puisqu'il faut en profondeur, changer, transformer nos modes de vie et de consommation. Et je crois, et c'est particulièrement difficile, je crois que les nouvelles, et en particulier le dernier rapport du WWF sur la perte de la biodiversité, eh bien, nous rappellent à quel point nos responsabilités sont grandes. Et vous avez raison de souligner le travail qui a été mené dans le cadre de ce projet de loi de finances sur la fiscalité écologique. Comme vous le savez aussi, c'est très difficile parce que la transition écologique, elle doit avant tout être solidaire et nous devons en porter
porter l'ensemble des Français et de la société si nous voulons y arriver. Et c'est pour ça que le gouvernement a annoncé des mesures structurelles dans le cadre du PLF. 30% par exemple des changements de chaudière au fioul pris en charge par un crédit d'impôt. Prime à la conversion pour les véhicules anciens polluants et bonus de 6 000 € à l'achat de véhicules électriques. Je le rappelle, peut-être abondé aussi, je l'espère, par les constructeurs automobiles que François de Rugy et Bruno Le Maire ont rencontré lundi. C'est aussi 30% de travaux d'isolation de logement pris en charge par le CITE qui, contrairement à ce que j'entends d'ailleurs, n'a pas disparu et qui profite à 1 million de bénéficiaires. Et plus de 600 millions d'euros consacrés à la prime à la conversion et au bonus automobile, plus de 700 millions d'euros pour le chèque énergie, plus de 800 millions d'euros pour le crédit impôt à la transition énergétique. Je ne détaille pas tout, mais je tiens à souligner l'ensemble de ces mesures-là parce qu'elles montrent à quel point le gouvernement a conscience que cette transition écologique, eh bien, pour qu'elle se fasse, il faut qu'elle soit fondamentalement solidaire. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, dimanche soir, Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil. À compter du 1er janvier prochain, un néo-fasciste va donc présider aux destinées de la 6e puissance mondiale et de ses 210 millions d'habitants. C'est une tragédie électorale qui nous oblige, selon les termes d'un communiqué de presse de La République En Marche, et que l'on aurait aimé retrouver dans la réaction de notre président de la République. Mais il est vrai que la France est le 4e investisseur au Brésil et il ne faudrait pas froisser notre allié de peur de fragiliser nos intérêts économiques, comme c'est d'ailleurs le cas en Arabie Saoudite ou en Syrie. Il n'est pas question ici de remettre en cause le choix démocratique des électeurs brésiliens, ni de faire de l'ingérence dans les affaires d'une nation souveraine. Pour autant, nous avons une pensée pour les femmes, pour les Noirs, pour les personnes LGBT, pour les autochtones et pour toutes les minorités qui désormais vivront dans l'angoisse des menaces prononcées par leur nouveau président. Passé la phase émotionnelle, il nous faudra nous interroger. Nous interroger d'abord sur l'implication des multinationales dans le financement de la campagne du candidat de l'extrême droite. Nous interroger ensuite sur les conséquences géopolitiques de l'arrivée au pouvoir de nostalgiques de la dictature militaire, alors que les droites extrêmes tentent de renverser des gouvernements en Bolivie, au Salvador et au Nicaragua. Nous interroger enfin sur l'avenir de l'accord de Paris, envers lequel Jair Bolsonaro ne cache pas son désamour. Nous sommes d'autant plus inquiets qu'il projette également de supprimer le ministère de l'Environnement, d'alléger la réglementation relative aux études d'impact environnemental et de mailler la forêt amazonienne de grands barrages, de mines géantes et d'exploitations agricoles qui menacent l'intégrité du poumon de la planète. Chers collègues, cette élection n'est pas une simple question de politique intérieure brésilienne. Elle nous concerne tous car notre destinée commune est en jeu. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer quant à la volonté, mais également la capacité du gouvernement à assumer ses responsabilités en termes de maintien d'un dialogue constructif sur la scène internationale, notamment en matière de lutte contre les causes anthropiques du réchauffement climatique? Je vous en remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Gabriel Serville, le peuple brésilien a choisi son nouveau président, M. Bolsonaro, avec un résultat clair que nous ne contestons pas. J'ai constaté d'ailleurs que vous-même, vous ne le contestez pas. Cette élection a lieu dans le cadre d'une crise économique, sociale, politique maillée de violence, mais elle a lieu. Et donc, nous respectons la souveraineté de ce choix. Et s'agissant de M. Bolsonaro et de ses choix, nous jugerons sur les actes. Au cours de la campagne, il avait annoncé qu'il ne respecterait pas l'accord de Paris. Or, il vient d'annoncer qu'il pourrait moduler sa position. Il avait annoncé qu'il remettrait en cause la Constitution. Il vient de dire le contraire. Donc, nous constaterons l'action de ce nouveau président sur ses positions et ses actions effectives. Mais comme l'a annoncé le président de la République, nous serons particulièrement vigilants sur le respect des valeurs, sur le respect du droit, sur le pluralisme,
sur la liberté de l'information qui ne doit pas être manipulée. Vous l'avez dit, monsieur le député, le Brésil est un grand pays avec lequel la France entretient depuis très longtemps une relation privilégiée dans de nombreux domaines économiques, industriels, mais aussi culturels, mais aussi sur des valeurs communes que nous partageons depuis longtemps. Et c'est dans le respect de ces valeurs que la France souhaite poursuivre sa coopération avec le Brésil dans le domaine de la paix, dans le domaine de la sécurité, mais aussi, vous l'avez dit, dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, qui passe par la préservation de l'accord de Paris. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Frédérique Tufnel. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Monsieur le Ministre, l'édition 2018 du rapport mondial Planète vivante de WWF vient juste d'être rendue publique. En 40 ans, 60 ans des vertébrés ont disparu du fait des activités humaines. Et ce constat appelle à plus de 2 minutes d'émotion. Car le rythme de disparition des espèces s'accélère en devenir vertigineux. Les animaux sauvages diurnes en sont réduits à devenir nocturnes, en contradiction avec leur impératif biologique pour éviter l'homme. Aujourd'hui, il reste 25% d'espaces naturels préservés à l'échelle de la planète. Pourcentage qui pourrait chuter à 10% si nous ne faisons rien. 25%, c'est trop peu, et 10%, c'est la fin programmée de l'espèce humaine. Et pourquoi ? Au-delà du simple fait de constituer des habitats pour la faune sauvage, la nature nous rend des services et ses fonctionnalités doivent être préservées. Le rapport que je viens de citer chiffre notamment le coût de l'air pur, de l'eau potable, de la pollinisation et de la fertilisation des terres. Le coût de l'inaction serait estimé à 125 000 milliards de dollars par an, presque 60% de plus que le PIB mondial. La surconsommation des ressources naturelles, l'artificialisation des espaces, l'intensification des pratiques agricoles, la plastification des océans sont autant des causes de cet effondrement. Et pourtant, j'observe que dans de nombreux territoires, partout en France, les agriculteurs, les naturalistes, les chasseurs, tous les usagers de la nature sont capables de travailler ensemble pour construire des modèles agroécologiques vertueux et productifs qui rémunèrent les services rendus par les agriculteurs à la nature et à la société. Cette synergie des acteurs de terrain doit certainement inspirer les politiques publiques agricoles et environnementales pour ne plus opposer les agriculteurs aux autres acteurs de la biodiversité. Monsieur le ministre, lors d'une récente matinale radiodiffusée, je vous ai perçu comme le ministre de la Transition agroécologique. Alors porterez-vous cette ambition au niveau européen? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison, l'heure est grave et le gouvernement, tous les membres du gouvernement sont tournés vers cet objectif, le maintien de la biodiversité, la préservation de notre environnement et faire en sorte que demain notre planète soit viable parce qu'il n'y a pas de planète B, il n'y a qu'une planète A sur laquelle nous devons vivre aussi. La question, Madame la députée, que vous posez sur les transitions est très importante. Le Premier ministre nous a demandé de travailler sur toutes ces transitions. La première transition, c'est évidemment la transition économique. Et vous avez voté la loi Egalim dans la foulée des États généraux. La transition économique, c'est faire en sorte que les agriculteurs vivent de leur production, vivent décemment de leur travail. Et c'est la première transition. Et au niveau européen, nous ferons en sorte que la PAC continue à aider l'agriculture française. La deuxième transition, c'est évidemment la transition sociale. Et cette transition, nous devons la faire vivre tous les jours. Marlène Schiappa a beaucoup insisté, notamment dans le domaine de l'agriculture, avec le statut de la conjointe, le congé de maternité. Il faut qu'au niveau européen, dans les négociations futures de la PAC, la transition sociale existe avec la lutte contre le dumping social qui a lieu dans les pays européens. La troisième transition, et nous y venons, c'est la transition environnementale. Elle est évidente, elle s'impose à nous. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé la fin du glyphosate en 2020 et le glyphosate sera interdit en 2020, que la fin des pesticides, la transition vers moins de pesticides va se faire et notamment en 2025, moins 50%. Et au niveau européen, la PAC devra mettre un verdissement pragmatique mais toujours aussi fort. Et enfin, la transition sanitaire, c'est une demande forte de la population. Nos concitoyens veulent manger des produits avec une traçabilité forte, avec des responsabilités sanitaires les plus fortes possibles. C'est ce que nous faisons au niveau du gouvernement et la réforme de la politique agricole commune devra insister dans cette direction.
La transition sanitaire est aujourd'hui indispensable. Nos concitoyens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent et nous devons veiller à leur produire des aliments de grande qualité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, nos concitoyens nous interpellent en permanence sur la hausse des prix du carburant et des taxes. Nous, au groupe Liberté et Territoires, soutenons la fiscalité verte parce que nous sommes responsables. Si nous ne nous donnons pas un prix au carbone, nous ne réussirons jamais à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et nous pleurerons trop tard avec des larmes de crocodile. Après l'accord pour le climat en 2015, la France, qui devait montrer l'exemple, ne respecte aucun de ses engagements. Pourtant, de la taxe carbone à la TGAP, de la redevance pollution diffuse au prélèvement des agences de l'eau, la fiscalité verte a progressé de 8 milliards ces 2 dernières années, alors que le ministère de l'écologie, son budget n'a progressé que de 1 milliard. Le compte n'y est pas. Ces 7 milliards doivent servir à répondre à la crise climatique en réinjectant massivement cette somme dans les territoires pour des actions vertueuses sur le plan environnemental. Nous pourrions par exemple augmenter les crédits d'impôt afin de rénover 700 000 logements par an et lutter contre les passoires énergétiques, développer les énergies renouvelables, favoriser les énergies du futur, l'économie circulaire, doubler le fonds chaleur, émailler notre territoire d'unités de méthanisation, accélérer les programmes de mobilité urbaine, d'infrastructures propres, doubler le montant des aides pour acquérir des véhicules non polluants et à faible consommation. Avec cette manne financière décentralisée, gérée par les acteurs concernés, nous pourrions à la fois limiter largement nos factures énergétiques, lutter contre la précarité, favoriser l'innovation technologique, créer des centaines de milliers d'emplois non délocalisables et redonner espoir à nos territoires. Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous pour faire donc tout cela et comme gage de votre bonne foi, d'affecter notamment toute cette hausse de fiscalité au compte d'affectation spéciale transition énergétique afin que Bercy ne se serve pas en permanence de cette fiscalité vertueuse pour remplir les poches sans fond de l'État? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Pancher, il y a quelques semaines, quelques mois, l'actualité était marquée par l'émotion suscitée par le cri d'alarme lancé par Nicolas Hulot, qui disait que la situation ne s'améliorait pas s'agissant des transformations climatiques à l'échelle de la planète et que nous devions impérativement et collectivement nous ressaisir. Il y a quelques semaines, et même quelques jours, l'actualité était marquée par l'émotion, la colère, l'angoisse et la préoccupation formulée par un très grand nombre de Français devant les transformations climatiques qui, mois après mois, année après année, marquent notre géographie, marquent notre vie. Ceux qui vivent à Saint-Martin, ceux qui vivent à Saint-Barthélemy, ceux qui vivent aux Antilles ont vu les effets de cette transformation climatique dans des événements d'une intensité jamais observée. Ceux qui vivent dans l'Aude ont vu des événements, là encore, d'une intensité jamais observée. Nous voyons la sécheresse, nous voyons le recul du trait de côte, nous voyons et nous partageons tous ce constat, je crois, que notre monde est en train de se transformer et il est en train de se transformer dans un sens qui n'est pas le sens que nous souhaitons, qui est un sens qui est dangereux pour la nature, pour l'humanité, pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, dans l'actualité, il y a aussi le constat que les mesures qui sont prises par le gouvernement, et notamment l'augmentation continue de la fiscalité, et notamment de la fiscalité du carbone et du pétrole, suscitent émotion, colère parfois, inquiétude. Je l'entends, et je l'entends parfaitement. Mais Monsieur le Président, vous savez, comme moi, qu'on ne peut pas imaginer une seconde que la résolution des questions fondamentales que vous évoquez, que des mesures à la hauteur des enjeux de la transition écologique et de la lutte contre la transformation du climat pourraient se résumer à des incantations. La vérité, Monsieur le Président, c'est que dans son programme présidentiel, comme d'ailleurs, vous le remarquerez, je crois, dans beaucoup des programmes présidentiels, le Président de la République avait indiqué qu'il fallait une trajectoire carbone, avait indiqué qu'il fallait faire en sorte de substituer progressivement la fiscalité qui pèse sur le travail à la fiscalité
qui pèsent sur la pollution. Il est préférable, compte tenu des enjeux actuels, de faire peser la fiscalité sur le carbone plutôt que sur le travail. C'est assez facile à formuler, Monsieur le Président. C'est redoutablement difficile à faire et à assumer. Et il se trouve, Monsieur le Président, que ce gouvernement, cette majorité, conformément aux engagements qui ont été pris, assume cette position. Cette position est assumée parce qu'elle est indispensable. On ne pourra pas régler les problèmes que nous avons devant nous par de simples incantations, dire qu'il faut une trajectoire carbone et se plaindre de ce que le carbone, ou par exemple le pétrole coûterait plus cher, est profondément incompatible. Il n'y aura pas d'effet magique pour lutter contre le climat. Je le dis, et je le dis clairement, et je l'assume. Et d'une certaine façon, Monsieur le Président, vous l'avez assumé vous aussi. Évidemment, il faut accompagner nos concitoyens, car cette transition n'est pas simple. Vous avez évoqué les moyens financiers et les moyens budgétaires qui sont mis à la disposition à la fois de nos concitoyens et de l'ensemble de l'économie pour accompagner cette transition. Contrairement à ce que vous dites, Monsieur le Président, des moyens considérables sont affectés à la prise en compte de cette transition écologique. Et je voudrais en évoquer un, même si la discussion future sur la PPE permettra d'envisager cette discussion et de la comprendre plus globalement. L'accompagnement budgétaire au développement des énergies renouvelables, qui est déjà important, va considérablement s'accroître dans les années qui viennent. Considérablement s'accroître. C'est plus de 2 milliards par an. Plus de 2 milliards par an qui vont être consacrés au développement des énergies renouvelables. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, ce que je crains, au moins autant que les remarques d'aujourd'hui sur l'augmentation des prix du pétrole, c'est que dans quelques mois ou dans quelques années, on vienne nous dire pourquoi autant de moyens pour le développement de tel ou tel mode de production d'électricité, alors que dans d'autres domaines, des besoins sont criants. Mais là encore, nous assumerons, Monsieur le Président. Et nous allons faire en sorte d'accompagner cette transition. Nous le faisons déjà. La prime à la conversion, c'est un élément. Nous avions envisagé 500 000 versements de prime à la conversion sur le quinquennat. Nous atteindrons ce chiffre très probablement dans le courant de l'année 2019. Ça veut dire que nous pouvons viser sur le quinquennat probablement le double de ces 500 000. C'est un objectif qui sera atteint et qui sera même très largement dépassé et dont chacun doit se réjouir. La prime versée pour le changement des chaudières. Pardon, mais ça n'a rien d'accessoire. Ça n'a rien d'accessoire parce que ça permet à chacun de se libérer de la dépendance au fioul et ça permet à chacun de participer à cet effort de transformation et de lutte contre le dérèglement climatique. Nous allons accompagner à hauteur de 30% les changements de chaudière. 30%, ça n'est pas rien. Bien sûr que ça reste un effort, mais ça n'est pas rien et ça traduit cette volonté. Et dans tous les domaines, Monsieur le Président, nous allons nous engager de cette façon, pour une raison très simple. C'est que chacun s'accorde pour dire que le défi est devant nous. Mais un jour prochain, nos enfants, nos petits-enfants viendront nous voir, chacun ici, en nous dirant « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Moi, je dirais que j'ai assumé des décisions difficiles. Je le dirai. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Sophie Oconi. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame le ministre du Travail et concerne les AFPA. Fermeture de 38 sites, suppression de 1541 emplois. C'est le bilan de la réorganisation nationale de l'AFPA annoncée il y a quelques jours. L'impact dans les territoires est considérable parce que cette décision est considérée comme brutale et non concertée. Cette réorganisation semble être un impératif à la lecture des chiffres qui donnent la mesure du problème. En 4 ans, les pertes accumulées sont de 725 millions d'euros, selon l'Inspection générale des affaires sociales, et le nombre de stages est en forte baisse. Ceci étant dit, les avantages des AFPA consistent en un véritable maillage du territoire et un savoir formé, y compris dans la ruralité. Sur ma circonscription, l'AFPA de Vénier a su créer un vrai lien de formation entre la ruralité et la métropole, notamment avec les candidats sous contrainte de mobilité. L'étonnement est d'autant plus fort que ce site de Vénier a su proposer des nouvelles compétences, dont celles regroupant des métiers en tension concernant l'aménagement du territoire pour des services attendus de tous. Outre les
travaux publics des infrastructures ferroviaires et autoroutières. Cette cet établissement est un établissement de référence au niveau régional pour la certification des métiers de la fibre et du numérique. 15 secondes, bon. Alors, Madame la Ministre, mes questions seront donc concrètes. Quelles seront les alternatives proposées aux AFPA? Comment envisagez-vous d'équilibrer l'offre de formation et réalité de l'emploi dans une meilleure synergie? Quel sera surtout l'avenir de la formation des personnes en cours de cursus dans les AFPA actuellement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Oconi, vous l'avez dit, l'AFPA est dans une situation très difficile depuis plus de 10 ans, plus de 700 millions de pertes chaque année, depuis 5 ans, plus de 70 millions cette année. Et j'oserais dire, je sais que ça déplaira, mais que les gouvernements précédents, les deux précédents, n'ont pas agi par rapport à cette situation qui enfonce l'AFPA chaque jour et qui ne lui permet pas de rebondir. Donc ce que j'ai demandé à la direction générale de l'AFPA, qu'il a fait, c'est de produire un plan de redressement, mais aussi de construction de l'avenir, car je pense qu'il y a place pour le service public de formation, à condition qu'il se centre sur les missions d'intérêt général. Et c'est pour cela que la formation des réfugiés, par exemple, dans le cadre du programme HOPE, est confiée à l'AFPA, ou que 30 000 demandeurs d'emploi en lourde difficulté vont être confiés à l'AFPA dans les mois qui viennent. Mais il faut faire face à la situation. Aujourd'hui, laisser un établissement public s'enfoncer année après année, ce n'est pas rendre service aux demandeurs d'emploi, ça n'est pas rendre service au territoire et ça n'est pas rendre service à l'AFPA eux-mêmes, aux salariés qui ne voient pas l'avenir. C'est pour cela que l'AFPA a proposé un plan qui va se dérouler sur 2 ans pour faire les transitions, avec moins 1500 postes, mais plus 600 créations de postes, donc il y aura beaucoup de reconversions internes, avec 600 départs à la retraite, et un plan qui va favoriser la mobilité interne en particulier. Vous posez la question des territoires. Une des raisons principales de la baisse des crédits de l'AFPA, c'est les effets de la décentralisation, puisqu'ils ont, les 5 dernières années, perdu 20% de leur marché dans les appels d'offres régionaux. Donc les régions aujourd'hui me sollicitent sur le sujet. Je suis prête à discuter avec toutes les régions sur le sujet. Mais lorsqu'une région comme les Pays de la Loire, dans ses appels d'offres, a supprimé l'intégralité des formations industrie et bâtiment de l'AFPA parce qu'ils n'ont pas été assez compétitifs, vous comprenez bien qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Recherchons ensemble les solutions et nous ferons de toute façon des formations mobiles pour que sur tous les territoires où il y avait un centre AFPA, il y ait toujours des formations de même type pour le demandeur d'emploi. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Michel de Vaucouleurs. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Madame la Ministre, le 8 novembre 2017, je vous interrogeais au sujet des nuisances aériennes dans la région Île-de-France et plus particulièrement sur les nuisances sonores. Or, le trafic aérien est loin d'être amené à diminuer ces prochaines années. La construction du terminal T4 à Roissy, dont la prochaine tranche est prévue pour 2024-2025, devrait accueillir 7 à 10 millions de passagers par an, 40 millions une fois le projet finalisé, entraînant de fait une hausse des survols. À juste titre, les associations réclament la mise en place d'une enquête publique à grande échelle et non d'une simple concertation limitée aux abords immédiats de l'aéroport, comme cela est prévu pour l'instant. Il nous semble primordial que dans le cadre de la privatisation d'Aéroports de Paris, les enjeux écologiques et les préoccupations des citoyens soient largement entendus. Ceci intervient alors que le 10 octobre dernier, l'OMS a publié de nouvelles lignes directrices relatives au bruit dans l'environnement. De ce rapport résulte une forte réévaluation des risques encourus pour les personnes exposées au bruit lié au trafic ferroviaire et aérien. Gêne pour le sommeil, troubles de l'apprentissage, déficience auditive, santé mentale affectée. Les troubles engendrés sont nombreux. Par ailleurs, le rapport fixe clairement des niveaux d'exposition à ne pas dépasser pour éviter ces troubles. Pour le trafic aérien, il est fixé à 45 décibels A selon l'indicateur LDEN. Dans ce cadre, il semble primordial que des mesures et cartes de bruit soient réalisées dans les territoires concernés afin de s'assurer que ce niveau ne soit pas dépassé. Par ailleurs, la descente douce reste une solution intéressante, mais sa généralisation prend du retard.
Alors que les conclusions des assises du transport aérien devraient être rendues prochainement et que nous avons acté la privatisation d'Aéroports de Paris, pouvez-vous nous préciser, Madame la Ministre, quelles mesures le gouvernement entend mettre en œuvre afin de prévenir les risques liés aux nuisances du trafic aérien? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle de Vaucouleurs, le développement du transport aérien ne peut se faire sans maîtriser son impact environnemental, notamment en termes de nuisances sonores. J'ai souhaité, de ce fait, que cette question soit au cœur des assises du transport aérien que je mène actuellement. Et ma conviction, c'est bien que l'on peut concilier le développement de nos aéroports et la réduction des nuisances liées au trafic aérien. Et je voudrais saluer l'implication de la députée Zivka Park, qui préside les travaux sur ce sujet. Notre politique s'appuie sur 4 piliers. La réduction du bruit à la source, grâce aux innovations technologiques, et les programmes de recherche que nous conduisons actuellement doivent conduire à diviser par 4 l'énergie acoustique, c'est-à-dire le bruit des avions, entre 2000 et 2030. Le deuxième pilier, c'est la maîtrise de l'urbanisation autour des aéroports et l'aide à l'insonorisation de ces bâtiments. La loi d'orientation des mobilités permettra en outre de renforcer l'information des acquéreurs de bâtiments autour des aéroports. Troisième pilier, ce sont les restrictions d'exploitation pour les avions les plus bruyants. Enfin, le 4e pilier, c'est l'optimisation des procédures de navigation aérienne. Et je vous confirme que les descentes continues qui sont déjà possibles à certains créneaux horaires sur CDG seront généralisées dans les prochaines années. Je voudrais également mentionner les travaux du projet Prisalt Plus, qui est mené à Orly dans ce même esprit, et saluer l'engagement de la députée Marie Guévenoux sur ce sujet. Concernant le projet de terminal T4, c'est un projet considérable et je viens d'écrire au président d'Aéroports de Paris pour lui demander d'avoir un cadrage préalable de l'autorité environnementale sur le contenu de ce projet, du dossier de consultation et le périmètre de la concertation qui doit associer toutes les populations concernées. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jacques-Marie Lossian. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées. Inter arma silent leges. C'était la maxime célèbre de Cicéron que Monsieur le Premier ministre citait le vendredi 19 octobre devant les auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale pour évoquer les liens entre armée et justice. Vous l'avez compris, en temps de guerre, les lois sont muettes. Dans le même esprit, permettez-moi aujourd'hui d'attirer votre attention sur un sujet important. Je ne suis pas Cicéron, mais j'ai envie de vous dire « Inter arma, cave familiam tuam ». Vous l'avez compris, en temps de guerre, veille sur ta famille. Nous le savons, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la remontée en puissance de nos armées est devenue une priorité. Pour défendre la France, protéger la vie, nos vies et celles de nos soldats, ils ont besoin de reconnaissance à la fois dans leur engagement et dans leur vie quotidienne. Un cas d'école dans ma circonscription. Pour une capitaine de gendarmerie, comment trouver une place en crèche pour son bébé à proximité de son domicile ou de son lieu de travail? Nos militaires, en effet, ne sont pas prioritaires. Pour nos armées, le plan famille a été lancé voici 1 an. Ce plan vise à accompagner les familles des militaires, à améliorer leurs conditions de vie sur la période 2018-2022. Il comprend 6 axes. Mieux prendre en compte les absences opérationnelles, faciliter l'intégration des familles dans la communauté militaire, mieux vivre la mobilité, améliorer les conditions de logement familial, favoriser l'accession à la propriété, faciliter l'accès des familles à l'accompagnement social, améliorer les conditions d'hébergement des célibataires et des célibataires géographiques, améliorer en... 10 secondes, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question est donc très simple. Pouvez-vous nous dresser un bilan du plan famille aujourd'hui? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, au cours de mes rencontres et de mes déplacements, j'ai acquis une conviction. Il n'y a pas de soldat fort sans famille heureuse.
Et c'est pourquoi, il y a 1 an, j'ai lancé un plan famille sans attendre la loi de programmation militaire, avec pour objectif, concrètement, d'améliorer la vie quotidienne de nos soldats, de nos militaires, de nos civils et de leurs familles, et que cela vienne rapidement. Alors, à l'heure du premier bilan, ce que je peux dire, c'est que des premiers résultats sont là. 70% des mesures que comporte ce plan ont été lancées ou mises en œuvre. Il y en a une très emblématique que je voudrais rappeler, c'est celle qui consiste à notifier au moins 5 mois à l'avance les avis de mutation. Eh bien, nous avons atteint l'autre objectif. Plus de 70% de ces avis de mutation l'ont été dans les délais. Nous avons également créé 200 places de crèche supplémentaires et peut-être surtout pour le quotidien de chacun, couvert en Wi-Fi gratuit, 100 000 lits ou lieux de convivialité, c'était très attendu. Ce plan famille va connaître des développements puisque la loi de programmation militaire en assure le financement à hauteur de 530 millions d'euros et de nouvelles étapes vont être franchies très rapidement. Dès le 1er janvier de cette année, grâce à la convention qui a été signée avec la SNCF, les familles de nos militaires pourront voyager avec des réductions atteignant 30% sur les grandes lignes, et ceci alors même que le militaire ne sera pas présent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc vous le voyez, il fallait agir rapidement, car il n'y a pas de soldats forts sans familles heureuses, mais lorsqu'on recrute un soldat, c'est aussi une famille qui s'engage. Et je suis fière de pouvoir dire que mon action au quotidien est guidée par l'humain d'abord. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Bénédicte Taurine. Je vous remercie. Donc, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Après la criminalisation du mouvement syndical, les intimidations faites aux partis d'opposition, la casse du Code du travail, l'affaiblissement des collectivités territoriales, vous vous attaquez à présent à l'un des piliers de notre République qui est le statut des fonctionnaires, qui avait été jugé en son temps par le candidat Macron comme inapproprié. L'un de vos objectifs est la suppression de 120 000 emplois dans la fonction publique, avec généralisation des embauches sous contrat et suppression de certaines missions. Nous connaissons les conséquences de la contractualisation, par exemple à la SNCF. Ici, une salle de repos accessible au mérite en fonction d'objectifs fixés par l'équipe managériale. Ailleurs, des concours avec des chèques cadeaux pour les agents qui auront dressé le plus de contraventions possible, ou des pizzas récompensant 200 jours sans arrêt de travail. Est-ce que cette pratique est au service des usagers comme devrait l'être le service public? Nous ne le pensons pas. Y aura-t-il bientôt des concours du nombre de toilettes à effectuer en moins de 2 heures dans les EHPAD? Nous posons la question. Dans l'éducation nationale, le nombre de contractuels augmente et ce n'est ni une réussite pour les élèves, ni pour ces personnes sans formation, sous contrat précaire et soumis aux pressions de l'administration. Notre groupe s'est déjà saisi de la défense du statut de la fonction publique. Pour nous, il est le seul à garantir que les fonctionnaires exercent leur mission au service de l'intérêt général en étant protégés de toute pression politique, patronale ou religieuse. Le statut de la fonction publique n'est pas un privilège, mais un modèle protecteur qui est nécessaire. Ce n'est ni de la démagogie, ni de la posture, ni du clientélisme, comme l'a affirmé avec mépris M. Dussopt lors d'une précédente question. Monsieur le Premier ministre, le président Sarkozy voulait liquider l'héritage de mai 68. L'objectif du président Macron et de votre gouvernement est-il de liquider le statut de la fonction publique et en conséquence de liquider la République? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, à la liste des qualificatifs que vous avez rappelés, j'aurais pu ajouter la finesse du propos. Mais surtout, Madame la députée, je vais vous dire que nous avons au moins 2 désaccords. Le premier désaccord, c'est que vous faites comme si les contractuels n'existaient pas dans la fonction publique et comme si il s'agissait d'agents de seconde catégorie. C'est d'abord oublier que le statut, justement, ce statut que le Premier ministre est engagé à maintenir, le statut prévoit que les agents contractuels ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités que les agents titulaires. Et la grande différence entre vous et nous, c'est que nous nous préoccupons des conditions d'emploi des contractuels. C'est ce gouvernement qui, comme Muriel Pénicaud l'a imposé dans le secteur privé, va lutter contre la multiplication des contrats courts dans la fonction publique. C'est ce gouvernement qui va veiller à ce que dans les collectivités territoriales, celles et ceux, souvent celles qui ont des emplois coupés, avec des
rythmes, souvent liés aux vacances scolaires, qui s'occupent de nos enfants, dans les garderies, dans les cantines, seront protégés et que nous pourrons leur garantir une régularité de revenus. C'est ce gouvernement qui, avec Écoutez la Jean-Michel réponse, Blanquer, s'il vous plaît. préfère recruter sur des contrats durables plutôt que sur des contrats aidés pour aider les élèves en situation de handicap. Et puis, Madame la députée, il y a une chose que vous oubliez ou que vous refusez de voir en face. Des transitions, des restructurations, des réorganisations, il y en a toujours eu. Il y en a même dans les collectivités que vos amis administrent. Et nous allons les accompagner. Nous allons faire en sorte d'offrir de la formation, de permettre le déploiement du compte personnel de formation, de permettre des mobilités, de changer les règles d'affectation pour garantir des perspectives professionnelles à toutes celles et ceux dont le métier est réinterrogé, notamment par les évolutions technologiques. Finalement, Madame la députée, la principale différence entre vous et nous est simple. Vous vous plaisez à rappeler un modèle qui n'existe plus, une réalité qui n'existe pas. Nous la regardons en face, vous parlez et nous agissons. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.